Action de préférence, les possibilités offertes par l'article L228-11 du Code de commerce. On veut voir que la SAS autorise, on l'a vu déjà, que la SAS autorise une très grande liberté. Eh bien, cette liberté va être renforcée en introduisant dans les statuts des actions de préférence. On peut également introduire des actions de préférence dans les sociétés anonymes, depuis récemment, la loi Pacte. Mais la société anonyme présente encore des lourdeurs insupportables pour la plupart des chefs d'entreprise, à savoir le conseil d'administration, les pouvoirs du directeur général qui sont supérieurs souvent et dans les textes à ceux du président, les AGO, les AGE, les décisions collectives et donc le pouvoir des associés. Rien de tel dans la SAS, et rien de tel dans la SAS, il n'y a ni AGO, ni AGE, ni décision collective des actionnaires, hormis celles qui sont imposées par la loi, elles sont très réduites. Et donc, avec la SAS, le chef d'entreprise conserve tous les pouvoirs, ce qui va d'ailleurs l'inciter, on l'a vu dans l'objet social, à transmettre la majeure partie du capital de son entreprise afin d'assurer la pérennité du caractère familial de son entreprise et, accessoirement bien sûr, de profiter pleinement du dispositif du trade si la société vaut déjà un certain montant. Mais j'invite tout de suite, au moment de la création de la SAS, d'introduire les enfants, surtout s'ils sont mineurs, au capital de la société. Quand c'est petit, c'est mignon. Donc, les possibilités offertes par le Code de commerce, l'article L128-11, les actions de préférence, on verra que les limites aux actions de préférence, il n'y en a pas. Mais pour les décisions, pour l'émission, le rachat et la conversion, ça peut être problématique si je n'ai pas prévu tout le dispositif au moment de la création de la société. Parce qu'on peut avoir aussi, si on n'a pas introduit ces avantages particuliers, ces préférences, ces actions de préférence au moment de la création de la société, eh bien, on va être soumis à la procédure des avantages particuliers si on introduit ces avantages en cours de vie sociale. Mais si on les met au moment de la création, eh bien, la procédure des avantages particuliers est écartée. On verra qu'elle est lourde, donc coûteuse, inutile. Vraiment, pour moi, j'ai jamais vu l'utilité de la procédure des avantages particuliers, sauf à faire vivre une certaine profession. Bon, mais voilà. Et quelle lourdeur, mais aussi une perte. Ça va entraîner une perte des pouvoirs de gestion, de direction du chef d'entreprise, parce que l'émission d'une nouvelle catégorie d'actions, eh bien, il ne pourra pas voter dès lors que ces actions de préférence sont émises à son profit. Donc, attention. Voilà. On verra comment écarter, même en cours de vie sociale, la procédure des avantages particuliers. Les possibilités offertes par l'article L228-11 du Code de commerce. Ensuite, comment renforcer les pouvoirs du fondateur. Action de préférence, nature des préférences. Quel doit être le prix des actions de préférence? Oui, liberté, là encore, pour indiquer les modalités, non pas le prix, mais les modalités du calcul du prix des actions. Et on verra enfin par le contenu des statuts avec un exemple. Mais ce n'est qu'un exemple, les possibilités sont multiples. Voici un de mes articles préférés du Code de commerce, le L228-11. Aussi, j'aime bien le L228-13, qu'on verra plus tard avec les actions de préférence que j'appelle de groupe, que j'aurais peut-être regroupé ici d'ailleurs, mais L228-11 du Code de commerce,
lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale, il peut être créé des actions de préférence avec ou sans droit de vote. Oui, le texte dit une action de préférence sans droit de vote. Bon, moi j'appelle ça une dépréférence. D'ailleurs, je l'ai indiqué dans les statuts. Je crée des actions et de préférence et de dépréférence. La préférence et la dépréférence s'apprécient par rapport à l'action ordinaire. Donc il faut toujours qu'il y ait des actions ordinaires, avec chacune un droit de vote et un droit financier, et un droit à l'information. Et voilà. Et donc voilà, je vais créer des actions de préférence avec des droits de vote renforcés, des droits financiers renforcés et des actions de dépréférence qui auront moins de un droit de vote et moins de un droit financier, par exemple. Voilà. Et donc, ces actions de préférence sont assorties de droits particuliers de toute nature, donc essentiellement, mais pas que, donc droits financiers et droits de vote. Vous voyez, dans les hiérarchies des droits de vote, mes associés fondateurs, le président, les associés fondateurs, les associés, droit de vote des associés. Et ensuite, éventuellement, collectivité des associés. Donc, tout le monde vote lorsqu'il s'agit d'une décision collective, mais comme j'ai des actions de préférence A qui me donnent chaque action 1000 droits de vote, vous voyez bien que tout le monde vote, mais je vote plus que les autres. Même si j'ai 1% du capital, je serai majoritaire en droit de vote si la décision relève, bien sûr, des associés. Le droit de vote peut être aménagé pour un délai déterminé, il peut être suspendu, et ça continue. Pour le L228-11, les actions de préférence. Les actions sans droit de vote ne peuvent pas représenter plus de la moitié du capital social pour les sociétés non cotées. Alors, ma pratique, c'est que je ne prive jamais une action de droit de vote. Jamais. Notamment, chez moi, je suis très démocratique. Tout le monde vote, il y en a qui votent moins que moi. Mais l'idée, c'est que, attention à la privation du droit de vote, notamment pour certains dispositifs fiscaux. Pacte du travail. Pacte du travail, il faut que les associés signataires réunissent ensemble 34% des droits de vote et 17% des droits financiers. Si vous privez les actions de droit de vote, vous pouvez ne pas respecter le dispositif du travail. Donc, attention. Donc, on peut faire des préférences sur le droit de vote, mais aussi sur le droit financier. Droit financier, droit aux dividendes, droit aux boni de liquidation. On peut priver, en principe, les actions de dépréférence, notamment, sont privées du droit préférentiel de souscription. On verra plus tard ce que c'est que le droit préférentiel de souscription, mais sauf clause contraire. Donc moi, j'ai tendance à dire que les actions de dépréférence, on verra ce que c'est qu'une action de dépréférence pour moi, sont privées du droit préférentiel de souscription, sauf décision contraire. Mais à chaque fois, c'est sauf décision contraire. De qui? À vous de déterminer, en fonction de hiérarchie de décision que vous aurez créée au sein des statuts. Sinon, le droit préférentiel de souscription au cas d'augmentation de capital est proportionnel au nombre d'actions, sauf clause contraire. Donc, comment renforcer les pouvoirs du fondateur? On va éviter l'unanimité ou la majorité des droits de vote ou des actionnaires. Donc, le plus souvent, je précise que toutes les décisions, qu'elles soient collectives ou pas, sont prises à la majorité des droits de vote. Alors, je peux, dans certaines situations, préciser à la majorité absolue des droits de vote et dans certaines décisions à la majorité relative des droits de vote. Voilà, celui qui détient le plus de droits de vote, même si on n'a pas la majorité pour certaines décisions. Parce que sinon, la majorité des droits de vote, quand elle est requise, peut quand même bloquer certaines décisions, ce que je ne souhaite pas. Voilà, ce que le chef d'entreprise, souvent, ne souhaite pas. Surtout quand il n'est plus là, parce qu'on va voir que ma pratique, c'est de limiter les préférences tant que le chef d'entreprise, le dirigeant,
il est en capacité d'agir. Sinon, d'ailleurs, on verra l'importance de préciser que les préférences s'éteignent notamment en cas de décès de son propriétaire. Elles deviennent des ordinaires. Voilà. Et je vais encore, ça va me permettre encore d'éviter le risque fiscal. On verra pourquoi. Non, je dis tout de suite, c'est parce que je vais également préciser dans les statuts que toutes les actions ont les mêmes valeurs, quelle que soit sa catégorie. Je me souviens, j'avais un professionnel qui me dit « Ah, monsieur Royal, vous ne pouvez pas dire ça, vous avez des actions de préférence, elles valent plus cher. » J'ai dit « Ben non, la préférence, elle s'éteint à mon décès. Les actions vous sont transmises, elles deviennent des ordinaires. Est-ce que vous êtes prêt à les payer plus cher? Valeur vénale, valeur du marché. Est-ce que vous êtes prêt à payer des actions ordinaires beaucoup plus chères que l'action ordinaire? Voilà. Donc, pour moi, la cause est entendue. Donc, je vais préciser que les décisions qui ne relèvent pas du président, qui ne relèvent pas du fondateur, qui ne relèvent pas de ceci, dans ma hiérarchie, sont prises à la majorité des droits de vote. Voilà. Et on a vu qu'il n'y a aucune obligation d'introduire des AGO ou des AGE. Sinon, ça va être les 2 tiers. Les 2 tiers, ça ne m'intéresse pas. Le chef d'entreprise, il veut le plus souvent avoir tous les pouvoirs. Il est prêt à transmettre que s'il a la certitude de conserver les pouvoirs. Sinon, non. Parce que transmettre, c'est mourir. Et à la majorité, et non pas des actionnaires, mais des droits de vote, tout simplement. Voilà. Et si j'ai des actions de préférence de catégorie A, dont chacune détient 100, 1000, 10 000 droits de vote, on verra, est-ce qu'il y a des limites? Bien, à ce moment-là, vous voyez bien que c'est moi qui vote tout seul. Et les décisions sont prises dès lors qu'elles sont prises à la majorité des droits de vote, sans que la participation soit collective. Donc, voilà. Une décision relève de la majorité en droit de vote des associés. J'ai une action qui me donne 100 000 droits de vote. Il y a 10 000 actions. Donc, vous voyez que je détiens seul la majorité. Je décide seul. Je n'ai pas besoin de solliciter l'accord ou le vote des autres associés. Sauf si la loi impose que ce soit une décision collective. Mais on va voir que les décisions collectives, elles sont rares. On a vu une précédemment, la nomination du commissaire aux comptes ou du commissaire aux apports. Bon, et alors, l'approbation des comptes, oui, ok. Donc, ouais, bon. Et alors, ça ne fait rien si les comptes ne sont pas approuvés. Bon. Et puis certaines opérations en capital, ou alors on a vu aussi précédemment pour introduire certaines clauses en cours de vie sociale. Bon, notamment l'exclusion de la personne morale associée pour le changement de contrôle. Et alors? Bon, sinon. Voilà. Alors, le droit de vote attaché aux actions de préférence peut être librement fixé dans les statuts et on verra qu'il n'y a pas de limite ou elles sont très restreintes. Nature des préférences ou de dépréférences, les droits financiers ou non financiers. Donc les droits financiers, le droit de vote notamment, on peut introduire un droit de veto de la part de l'associé fondateur, droit de préemption sur les actions de préférence, droit de représentation, notamment s'il s'agit d'une décision collective, la délégation de pouvoir et de compétences, notamment au président. On verra la distinction entre délégation de pouvoir et de compétences pour certaines décisions que je vais accorder au président fondateur, mais pas aux autres présidents successifs. Les dispenses d'agrément, les droits de retrait, la décision pour l'irrévocabilité notamment, on peut introduire des droits d'information renforcés ou allégés.
Pour les droits financiers, le dividende essentiellement et le bonus de liquidation. On peut même introduire une prime de rachat pour certaines catégories d'actions. Vous voyez bien que si je crée des primes de rachat, il faut décider les modalités, mais je n'ai pas, vous allez voir, je n'ai pas envie de figer les choses. Je considère que la vie, elle est faite de surprises, ça évolue, et surtout que les relations humaines évoluent. Et donc, je n'ai pas envie de figer les décisions dans les statuts. Simplement, je donne la possibilité à certaines instances de préciser, et de leur pouvoir, de préciser les modalités d'application des règles inscrites dans les statuts. Par exemple, le droit, la prime de rachat pour certaines catégories d'actions, les modalités seront décidées par l'associé fondateur, par exemple. C'est un exemple. Non. Et si j'introduis une prime de rachat pour mes actions A, de catégorie A, vous voyez bien que je me retire. D'ailleurs, je peux préciser dans les statuts que les actions A sont exonérées éventuellement d'agrément. Ou je peux soustraire de l'agrément un associé déterminé ou une catégorie d'actions. Tout ça, ça dépend de la volonté du client. Et comme la volonté du client, il ne sait pas, voilà, donc il faut l'interroger suffisamment pour avoir une idée de sa philosophie, pour faire le premier projet de statut qui soit le plus conforme à sa philosophie de vie. C'est ça mon truc. C'est pour ça que je pose aussi des questions qui, apparemment, n'ont rien à faire avec les statuts. C'est comprendre la philosophie de vie et aussi pour comprendre les valeurs du client, pour retranscrire, quand il le souhaite, les valeurs, notamment au sein des finalités de la société. Je la crée pourquoi? Voilà. C'est quoi mon projet? Enfin. Et la répartition inégalitaire du dividende. Donc je peux réserver aux actions de préférence le versement d'un dividende renforcé, d'un paiement de dividendes par des titres de société. La clause, elle figure systématiquement dans les statuts. Parce que si vous ne prévoyez pas le versement d'un dividende en nature, notamment par la rémunération des titres de la société ou des titres de la société détenue par la SAS, vous ne pouvez pas parce que ça constitue un accroissement des engagements d'un associé. Et on a vu que, article 1836, alinéa 2 du Code civil, on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement. C'est pour ça qu'il faut prévoir toutes les possibilités dans les statuts et donner au fondateur le pouvoir de décider d'utiliser ces potentialités-là ou pas. Qui peut le plus, peut le moins. Un premier dividende, un dividende prioritaire, cumulatif, progressif. Alors, voilà. Ça, c'est ce qu'on lit dans les livres, mais j'en ai pas l'utilité. Mais voilà, je vais vous dire de quoi il s'agit, mais j'en ai jamais trouvé pour le moment le terrain d'application. Voilà. Je fais beaucoup plus simple que ça. Donc, voici ce que c'est qu'un dividende prioritaire. Les actions de la catégorie A prélève en premier un dividende prioritaire, souvent exprimé en pourcentage de la valeur nominale. Les actions de catégorie B se partagent le solde, avec ou non les catégories A. Un dividende cumulatif qui reste dû à l'actionnaire d'une année sur l'autre si aucun détachement de dividende n'a eu lieu. Donc, si aucun dividende n'a été distribué une année, celui qui a droit à un dividende cumulatif percevra l'année suivante, si on peut distribuer un dividende, voilà, et le dividende habituel, ainsi que le dividende qu'il aurait dû percevoir l'année précédente. Un dividende progressif suivant les résultats de la société. Un dividende inégalitaire. La possibilité d'un dividende inégalitaire est tout à fait possible, même sans recourir aux actions de préférence. Soit parce que c'est inscrit dans les statuts, soit, ma préférence, soit
par une décision unanime prise avant la clôture de l'exercice. Et voici donc, cette possibilité est inscrite de dividendes inégalitaires par la loi, dans la loi et par la jurisprudence constante. En deux mots, s'il y a une telle jurisprudence aussi nombreuse, c'est qu'il y a eu des attaques, et notamment des attaques de l'administration fiscale. Attention, les jurisprudences constantes n'écartent pas le risque de l'abus de droit fiscal. Je prends un exemple. Je procède à une distribution inégalitaire au profit d'un associé, personne morale, à l'IS. Quand bien même la holding ne détient que 5% du capital de la société opérationnelle. Ça, vous voyez bien que si la motivation fiscale est de bénéficier du régime fiscal mère-fille, je suis sous le coup de l'abus de droit fiscal. Donc, attention, une répartition inégalitaire du résultat n'est pas sans risque fiscal. Il faut, comme toujours, faire en sorte que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales. Ça, c'est une constante. Donc, motiver les opérations. C'est pour ça, on a vu précédemment, dans l'organisation juridique, le préambule de mes statuts, j'explique les motivations économiques de l'organisation juridique de l'ensemble du groupe familial pour justifier ensuite, éventuellement, en plus, non seulement déjà a priori et non pas a posteriori, on peut toujours motiver a posteriori, mais c'est beaucoup plus dangereux pour moi. Moi, j'anticipe, je motive a priori, notamment les distributions inégalitaires au profit de la personne morale associée. Les motivations économiques doivent toujours l'emporter sur les considérations fiscales. Tout petit, les considérations fiscales. Très très important, les motivations économiques. C'est pour ça que, vous voyez, je fais des croquis, des dessins dans mes statuts. Je fais aussi des arbres généalogiques. C'est de l'humain, c'est de l'économique. C'est jamais du fiscal. Si mon schéma d'ensemble a pour conséquence d'entraîner des économies fiscales, je présente toutes mes excuses à l'administration fiscale. Voilà. Mais c'était la seule organisation possible qui vise à assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Il m'arrive parfois, quand c'est possible, d'expliquer que tel schéma est inapproprié à la pérennité de l'entreprise familiale, que je suis contraint à adopter telle organisation juridique. Malheureusement, l'inconvénient du schéma est qu'il est susceptible de procurer des avantages fiscaux plus importants que l'autre schéma, mais qui ne répond pas aux objectifs patrimoniaux inscrits dans les statuts. Qu'est-ce que vous voulez y faire? J'y peux rien. C'est comme ça. Et c'est sincère. Il ne faut pas essayer de faire des montages. Quand vous faites des montages, j'ai encore vu là, enfin dans la presse, évidemment, quand on s'occupe de la fiscalité, on fait des montages. Bon, mais les montages, ça se démonte. Il faut être sincère, droit dans ses bottes, et on y va. Même pas peur. Donc, les droits financiers, c'est consacré par la jurisprudence, par la loi et la jurisprudence constante. Donc, SARL, Société Anonyme, SAS, liberté statutaire pour la SAS. Je renforce l'inégalité en dividendes grâce aux actions de préférence par la SAS. Et la jurisprudence constante autorise l'affectation, la liberté d'affectation par l'usufruitier, c'est l'usufruitier qui, sauf clause contraire, affecte le bénéfice. Donc, affectation, c'est quoi le pouvoir de l'usufruitier? C'est l'affectation ou
en réserve ou en report à nouveau. Et il y a une jurisprudence qui nous dit que la part du bénéfice du dividende prélevé sur le bénéfice de l'exercice et le report à nouveau revient à l'usufruitier, et les sommes prélevées sur les réserves reviennent au nu propriétaire. Alors vous voyez bien l'opération, paf, ça y est, moi usufruitier par exemple, je décide d'affecter les bénéfices en réserve et ensuite une décision de distribuer les réserves au profit des nus propriétaires. Vous voyez bien que, décrit comme tel, l'objectif est purement fiscal. L'objectif est de transmettre un patrimoine aux nus propriétaires en franchise de droit de mutation à titre gratuit. L'administration fiscale a tenté d'attaquer sur le coût de donation indirecte, mais la Cour de cassation l'a débouté. Pourquoi? Parce que il ne peut pas s'agir d'une libéralité d'une donation. Pourquoi? Parce que le bénéfice de l'exercice, le report à nouveau, les réserves appartiennent à la société. Pour qu'il y ait donation, il faut un appauvrissement du donateur. Or, comme les sommes appartiennent à la société, l'usufruitier n'a pas pu réaliser une donation parce qu'il n'avait pas la disposition des sommes. Mais vous voyez bien que l'objectif principal en faisant ça, si ce n'est pas motivé, il est principalement fiscal. Donc on encourt le risque de l'abus de droit, ça c'est sûr. Même si une grande partie de la doctrine affirme le contraire. Bon, chacun a sa ligne blanche, sa ligne jaune, non, sa ligne blanche, mais voilà, moi je ne franchis pas ça. Vous voyez bien que, à moins que les motivations économiques l'emportent sur les considérations fiscales, et je n'ai pas trouvé encore d'application pour expliquer que pour trouver des motivations économiques à cette affectation, liberté d'affectation par l'usufruitier. Si le patrimoine n'est pas démembré, eh bien on peut avoir aussi la possibilité d'un dividende inégalitaire. Soit par une règle statutaire, liberté statutaire, 1844 du Code civil, applicable également à la SAS, et que je vais renforcer par la nature des actions de préférence. Possibilité de renoncer aux dividendes en faveur des autres associés, mais pour moi, ça peut constituer une libéralité taxable de droit de mutation à titre gratuit. On ne renonce pas chez moi. Voilà. Mais on a une répartition inégalitaire, variable entre les catégories d'actions. Ça a du sens. Donc, nombreuses combinaisons possibles pour les actions de préférence, des actions donc de différentes catégories, des actions de catégorie avec un droit de vote de préférence, également un droit financier de préférence, un droit de vote de préférence, un droit financier ordinaire, un droit de vote de préférence, un droit financier plafond, un droit de vote plafond, un droit financier de préférence, un droit de vote ordinaire et un droit financier ordinaire. Ah, ça, ce sont mes actions ordinaires. Ça, c'est mon étalonnage, c'est la référence pour apprécier les actions de préférence ou de dépréférence. Donc, pour s'agissant des actions de dépréférence, voilà, un droit de vote plafond, un droit financier ordinaire, un droit de vote plafond, un droit de financier plafond, un droit de veto, voilà, et un droit de financier aussi réduit. Une action ordinaire va avoir un droit financier 1, un droit de vote de 1, une action de dépréférence va avoir peut-être 0,10% de droit de vote et 0,10% de droit financier, par exemple. Voilà. On verra que une des limites, c'est que il y a prohibition de la clause qui attribue la totalité des bénéfices à un associé ou des pertes à un associé, ou qui l'exonère de la totalité des pertes, ou qui le prive de la totalité des bénéfices. Mais vous voyez bien que si j'attribue des droits financiers à des catégories d'actions, en effet, si j'ai mis une action de dépréférence qui n'a pas de droit financier et que j'ai un associé qui ne détient que des actions de dépréférence, il va se retrouver avec aucun droit financier. Alors, pour moi, ça, c'est impossible. Est interdit, selon la jurisprudence
constant, la clause qui prive un associé de tout droit au bénéfice, ou qui l'exonère de la totalité des pertes. Mais pour moi, je suis prudent, je dis que c'est également prohibé la clause qui entraîne, qui ne prive pas directement, mais qui peut entraîner une privation du bénéfice. Voilà. Donc j'ai une clause de secours qui est par exemple dans le cas où un actionnaire ne détient que des actions privées de tout droit financier, eh bien à ce moment-là, son droit financier total, il est de 1, il est de 100. Comme ça, vous voyez, il n'est jamais privé de tout droit financier. C'est un exemple. Durée des droits de préférence, elle peut être accordée à titre permanent ou temporaire. Alors, on a vu que c'est la préférence accordée non pas à une personne, mais à une catégorie d'actions. Vous voyez bien que si je fais en sorte qu'un associé ne détient que telle catégorie d'actions, forcément les préférences indirectement sont attribuées à la personne associée. Donc, c'est pour ça qu'il y a une question aussi à poser, c'est que la philosophie du chef d'entreprise, est-ce qu'il considère que tous ses enfants c'est l'égalité ou est-ce qu'il se réserve la possibilité d'individualiser les préférences tant en droit de vote qu'en droit financier? Et il y en a qui vous disent, par exemple, non, c'est vraiment l'égalité. Il y en a qui vous disent, oui, égalité en droit financier, mais inégalité en droit de vote. Ou il y en a qui vous disent, inégalité totale. C'est moi qui déciderai le moment venu, puisqu'ils sont tout petits aujourd'hui, mais le moment venu, je déciderai quels seront les droits attribués à chaque catégorie. Parce qu'on pourra, sous réserve de l'avoir prévu dans les statuts, on pourra modifier les préférences financières ou les préférences en pouvoir, en droit de vote, accordées à chaque catégorie d'action. Vous voyez bien que c'est tellement souple que les clients, j'en ai plus. Enfin, après, je leur donne les clés, puis je leur dis, voilà, pilotez. Donc, je donne des outils Excel, ils font leurs simulations, je donne des modèles, parce que je n'ai pas de procès verbal d'assemblée, puisqu'il n'y a plus d'assemblée. Donc, il y a des actes qui constatent simplement des décisions prises, sauf si la décision est collective, toujours pareil. Et donc, après, de temps en temps, il vient de me voir et dit, en fait, tiens, là, c'est tel réglage je dois faire, et puis c'est bon, il roule la galère. Bon, enfin, c'est comme ça. Les droits attachés à une action ou une catégorie d'actions peuvent être supprimés dans certaines limites pour un délai déterminé ou déterminable, aménagé, augmenté, réduit, converti, rétabli. Mais on verra que, attention, alors tout est possible au moment de la création de la SAS, mais alors ici, les possibilités de modifier sont beaucoup plus restreintes en cours de vie sociale si les statuts n'ont pas prévu. Par exemple, on verra de la procédure des avantages particuliers pour créer une nouvelle catégorie d'actions, notamment avec des droits particuliers. Bien moi, éventuellement, le bénéficiaire de l'émission, je ne pourrais pas voter pour l'émission de cette nouvelle catégorie. Il faut tout prévoir à la création des statuts. Ma pratique est de prévoir plein de catégories d'actions, même si je crée ces catégories-là, mais je n'émets pas forcément des actions dans toutes les catégories. Mais elles sont prévues. Et les droits sont variables. Ils peuvent être modifiés par qui? Par l'associé fondateur, par exemple. Donc les droits particuliers peuvent être aménagés ou suspendus pour un délai déterminé ou déterminable. Voilà, la limitation temporaire ne doit pas dépendre de la volonté non motivée, mais être liée à un événement objectif. Limiter la décision potestative qui ne dépend que de la volonté d'une seule personne. Exemple, on peut limiter notamment ou alors réduire les droits en cas de transmission de l'action. On tient de dire que les préférences, elles s'arrêtent pour la catégorie B, pour la société, pour l'associé pour lequel une procédure d'exclusion est engagée. Tout à coup, allez, les droits passent, ou la catégorie qu'il détient B passe en catégorie ordinaire, ou en catégorie
Z, de dépréférence. Vous voyez, tout est possible, tout est imaginable. Hein. Je vais également indiquer, non pas le prix des actions de préférence, mais les modalités de calcul des actions de préférence. Et ce conseil-là est valable pour toutes les formes de société. Hein. Et voilà, est-ce que les actions de préférence valent plus cher que les actions ordinaires? Notamment, l'administration fiscale pourrait m'opposer que, attendez, vous faites un pacte du trade sur 75% ou 90% des actions, mais vous conservez des actions de préférence qui ne sont pas soumises au pacte du trade. Donc en fait, vous ne réunissez pas les 34% de droits de vote et de droits financiers, par exemple. Ou je considère que les 90% d'actions transmises valent non pas 100 comme vous me le prétendez, mais elles valent 10 fois moins que les actions de préférence que vous avez gardées. Et donc je pratique l'abattement de 75% sur 10% de la valeur de l'ensemble de l'entreprise. Là on est mal, évidemment. C'est donc, et d'ailleurs, j'ai tout intérêt à ce que les préférences s'éteignent en cas de transmission, sauf certaines transmissions, notamment. Donc je vais prévoir tout ça dans les statuts. Je peux très bien dire que toutes les actions et les préférences s'éteignent, notamment les catégories A, B, sauf dans certaines situations. Et comme elles s'éteignent pour devenir des actions ordinaires, c'est pour ça que j'inscris dans les statuts que les actions ont toutes les mêmes valeurs, sauf exception. Ah, oui, il y a toujours des exceptions évidemment, notamment en cas d'exclusion. Parce que là encore, on y reviendra, les statuts d'une SAS, spécifiques à la SAS, hein, peuvent déterminer le prix des actions en cas d'exclusion. Vous vous rendez compte du truc? Alors voilà, c'est une clause que je fais figurer dans la plupart des situations. Il faut indiquer dans les statuts, non pas le prix, mais les modalités du prix de calcul. Alors je peux par exemple indiquer que les actions en cas d'exclusion, le prix des actions, des actions qui sont exclues sont calculées à leur valeur nominale et non pas à leur valeur vénale. La valeur vénale de l'action est de 1000 et la valeur nominale de souscription vaut 1 euro. Je t'exclus, mais avec une valeur de 1 euro, pas de 1000, 1 euro. Oh oui, monsieur Royal, c'est pas possible. Si, c'est possible. Voilà, c'est pas moi qui l'invente quand même. Bon, je ne sais plus quelle est la référence de code de commerce, de l'article du code de commerce, mais on verra que c'est tout à fait possible. Après, on me dit, oui, mais fiscalement, mais je m'en fiche, Non, je m'en fiche. C'est accessoire fiscalement, parce que si l'administration fiscale considère que l'action vaut 1000, il pénalisera encore plus l'associé exclu. On n'est pas là pour punir, mais et alors? Bon. Voilà. Mais qui peut le plus, peut le moins, et il faut arrêter avec les dogmes en disant c'est pas possible. Hein? À chaque fois qu'on dit c'est pas possible, je vous invite à demander quelle référence. Ah, c'est de l'abus de droit. Quel texte? Quelle référence? Et là, silence radio. Hein? Si c'est silence radio, c'est que c'est pas vrai. Le plus souvent. Hein? Sinon, c'est blablabla. Enfin, bref. Donc, en principe, oui, les actions de préférence valent plus cher. On a une jurisprudence d'assaut de 2011 qui affirme, bien sûr, que les actions de préférence, l'administration fiscale, ici c'est dans l'autre sens, aurait dû considérer que les actions de préférence valent plus cher, donc selon les circonstances particulières. Mais comme j'ai prévu dans mes statuts la déchéance des préférences pour que l'action de préférence devienne ordinaire, bon, à ce moment-là, vous voyez que toutes les actions valent le même prix. Et les statuts, ça c'est commun à toutes les sociétés, hein, code civil, donc applicable à toutes les sociétés civiles et commerciales,
les statuts peuvent fixer les règles et les modalités de détermination ou de la valeur des titres. Les modalités de la valeur des titres, du calcul de la valeur des titres. Ça, c'est particulièrement également important, notamment lorsque un associé sollicite le juge pour être autorisé à se retirer de la société. En principe, avec des clauses avec moi d'agrément, d'inaliénabilité, aucun associé ne peut se retirer. Mais on ne sait jamais, et normalement le juge doit se référer au statut. Mais on ne peut pas empêcher un pétage de plomb des personnes, ça, bon, hein, c'est pas des machines, ouais, bon. Et donc, pour éviter le pétage de plomb du juge, eh bien, si le juge autorise un associé à se retirer et que les statuts n'indiquent pas les modalités du prix, donc du 143.4 du Code civil, eh bien, le juge nomme un expert et l'expert a tout pouvoir pour évaluer seul le prix de rachat des actions de l'associé autorisé à se retirer. Sauf clause contraire. Voilà. Sauf si les statuts indiquent les modalités du prix de rachat, à ce moment-là, l'expert nommé par le juge est tenu à retenir cette valeur. Donc voici, c'est pas Dassault, c'est Lagardère, je me suis trompé tout à l'heure. Donc voilà, les actions, la valeur des actions de préférence l'administration fiscale n'avait pas tenu compte des actions de préférence dans la fixation des actions ordinaires. Eh bien, le Conseil d'État dit que normalement c'est une question d'offre et de demande. Voilà, hein, la valeur vénale c'est une question d'offre et de demande. Donc si les préférences ne s'éteignaient pas en cas de transmission, évidemment, l'administration fiscale et le juge seraient fondés à dire que les actions de préférence valent plus cher que les actions ordinaires. Mais pas chez moi, puisqu'on a vu que les préférences s'éteignent pour toute transmission, sauf exception. Voici la décision de 2011, Lagardère. Alors, un exemple de contenu des statuts. Le Code de commerce précise que les statuts de la société contiennent les indications suivantes pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions, la nature des droits particuliers attachés à celles-ci, et selon le cas, la part du capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent. La forme des actions également. Donc, je reprends l'article L228.11 dans les statuts. Il peut être créé à tout moment, à titre temporaire ou permanent, des actions ou des droits de vote, des actions ou des droits de préférence, usufruit d'une propriété, j'anticipe. D'ailleurs, je vais prévoir dès la création de la société la répartition des droits de vote et des pouvoirs entre usufruitiers et nus propriétaires, dans le cas, bien sûr, où les actions viendraient à être démembrées. Donc, elles peuvent être assorties, ces droits ou ces actions, de droits particuliers de toute nature, notamment des droits de vote, des droits financiers, 3 petits points, et les actions de préférence, telles que les actions de dépréférence, telles que les actions de catégorie Z, j'ai plusieurs catégories, Y, Z, sont privées du droit préférentiel de souscription pour toute augmentation du capital en numéraire, sauf décision contraire. Vous voyez, on peut toujours ajouter sauf décision contraire, c'est ma règle chez moi. Voilà la règle, sauf décision contraire. De qui? De l'associé fondateur ou de tel groupe d'associés. Voilà, l'imagination est au pouvoir. Savoir écouter son client. Il existe différentes catégories d'actions. Chaque action d'une même catégorie détient les mêmes préférences. Voilà, l'égalité, on verra que l'égalité, on l'a vu, entre associés, c'est un dogme, une fausse croyance. Il n'y a pas de principe d'égalité entre actionnaires, entre associés, une décision de la Cour de justice européenne. Mais par contre, si on crée des préférences, des actions de préférence, eh bien, chaque catégorie d'actions doit avoir les mêmes préférences pour toutes les actions, évidemment.
Donc les préférences et les dépréférences, préférences négatives, je précise, parce que le Code de commerce n'a pas prévu le terme dépréférence, s'apprécient aux droits attachés aux actions ordinaires, qui détient un droit de vote et un droit financier. La pleine propriété d'une action A détient tant de droits de vote, tant de droits financiers, l'usufruit, tant de droits de vote, tant de droits financiers. Je précise que une action démembrée, le total des droits de vote est égal au total des droits de vote d'une action détenue en pleine propriété. Par exemple, tout est possible. On va prévoir la déchéance, notamment, et les causes qui amènent la déchéance ou le changement de catégorie d'action. Eh bien, d'action de préférence de catégorie A devient de catégorie ordinaire pour telle situation. On a vu un exemple, transmission, mais il y en a plein d'autres imaginables. Il est impossible de prévoir toutes les situations ici dans ce cours, mais l'imagination est au pouvoir, savoir écouter. Possibilité de maintenir les préférences dans certaines situations, par exemple, pour l'enfant repreneur, par exemple, si identifié. Mais attention, puisqu'on a vu que la déchéance de la préférence justifie le fait qu'on puisse dire, écrire, que les actions ont toutes la même valeur, quelle que soit sa catégorie. Décisions concernant les droits particuliers et leur transmission, bien les décisions concernant les droits attachés à une catégorie d'actions sont variables. Et ils sont décidés par, et voilà, il faut préciser par qui. Et on va prévoir le changement de catégorie d'une action. Donc, non seulement chez moi le droit il est variable, vous voyez, il varie entre des limites, et en plus, la catégorie peut changer pour devenir soit une dépréférence ou une préférence renforcée. Voilà. Et en cas de mésentente, je reviendrai sur la cause éventuellement d'exclusion, la mésentente. Je ne veux pas attendre que la mésentente paralyse le fonctionnement de la société, comme c'est prévu dans le Code civil, pour prononcer la dissolution de la société par le juge. Non, la mésentente avérée est une cause d'exclusion et bien, en cas de mésentente, les actions de préférence de l'associé dont l'exclusion est envisagée eh bien, deviennent des ordinaires ou des préférences. Mais je préfère prendre pas le risque, on ne sait jamais. Bon, ça devient des ordinaires, tout simplement. Voilà. Et pacte du travail, l'exonération de 75% de la base taxable, droit de mutation à titre gratuit. En cas de donation avec réserve d'usufruit, eh bien les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Et on a une réponse ministérielle qui précise que la limitation des pouvoirs de l'usufruitier peut ne concerner que les titres soumis à engagement du travail. Donc je vais rappeler cette règle dans les statuts pour éviter de limiter les pouvoirs à l'ensemble des actions, mais limiter les pouvoirs uniquement sur les actions soumises à l'engagement de conservation du travail. Donc, dans le cas où une action fait l'objet d'un engagement de conservation et que la loi l'exige, vous voyez, voilà, c'est uniquement, et non pas selon le dispositif du travail, les pouvoirs de l'usufruitier sont limités à l'affectation des bénéfices, parce que si le travail change, et j'ai inscrit ça dans les statuts, le travail change, mais pas les statuts. Donc voilà. Vous voyez, c'est pour ça que mes statuts sont toujours évolutifs. Ça fait 30 ans que je les rédige, ça fait, il y a des clients que je n'ai pas vus pendant 30 ans. Cette limitation des pouvoirs ne concerne que les titres soumis à engagement de conservation.